Voilà, et ce webinaire, il est consacré à l'énergie solaire photovoltaïque, que ce soit en toiture, en ombrière ou au sol. Voilà, je vous invite donc à... hop. Eh bien, je laisse la place donc à Philippe Caillon, vice-président du CIDELA, qui va représenter la région de Blain, qui est adjoint de Blain, qui va représenter aussi la SEM et qui va nous faire un petit topo introductif sur l'énergie solaire photovoltaïque. Bonjour à tous. Produire de l'électricité sur son bâtiment, son parking à partir de l'énergie du soleil, cela paraît naturel à la majeure partie d'entre nous, aujourd'hui, élus, collectivités ou citoyens. C'est de très loin le mode de production d'électricité le plus accessible et le plus répandu en nombre d'installations. En Loire-Atlantique, on compte quelques dizaines de parcs éoliens, mais plus de 11 000 installations de panneaux photovoltaïques. Pour nous, les collectivités élues, on peut ajouter d'autres éléments d'actualité. Des tarifs de soutien de l'État avantageux pour les acteurs en capacité d'investir. Une baisse très importante et régulière du coût des panneaux. Une prise de conscience croissante des enjeux de transition et un passage à l'action facile avec ce mode de production. En écho à nos concitoyens, une prise de conscience croissante du devoir d'exemplarité des collectivités, un intérêt économique et énergétique de l'autoconsommation. Le principe d'autoconsommer sa production d'électricité est sans doute la transformation actuelle la plus profonde du système énergétique. Avec l'autoconsommation, nous ne sommes qu'au début d'une longue aventure et nous aurons sans doute ultérieurement un temps dédié sur ce sujet. Pour débuter ce mandat, il nous a paru de bien reposer les bases d'un sujet qui présente de nombreuses spécificités et qui le rend relativement complexe. C'est pourquoi vous aurez dans la présentation suivante une première partie qui rappelle quelques généralités sur le contexte du photovoltaïque, une seconde partie qui exposera une méthodologie pour nous permettre d'établir à l'échelle de votre territoire et en particulier dans le cadre des PCAET, une stratégie concrète de développement du solaire sur votre territoire. Et enfin, pour la troisième partie, on se focalisera sur le patrimoine propre des collectivités, toitures, parkings et sites sur sol, et sur les accompagnements que le CIDELA et la SEM sont d'ores et déjà en capacité de vous apporter pour permettre une mise en œuvre de vos projets. Encore une fois, merci d'être avec nous aujourd'hui. Profitez bien du webinaire et n'hésitez pas à poser des questions et à faire des remarques et des suggestions auprès de nos services. Bien, merci Philippe Caillon pour cette introduction. Donc, juste un petit point de rappel, donc, nous sommes sur un cycle de 8 webinaires et que nous sommes au 6e webinaire sur l'énergie solaire et qu'il y en aura 2, mobilité durable et méthanisation réseau de gaz. On aura l'occasion d'y revenir. Sans plus tarder, je vous propose de vous présenter donc, les intervenants de ce matin. Donc, François Oran, qui est responsable développement exploitation à la SEM CIDELA Énergie 44, en binôme avec Emmanuel Bourrien, qui est chargé de projet énergie renouvelable et innovation au CIDELA. Donc, ces deux intervenants vont se succéder pour vous présenter donc, le contenu de ce webinaire. Eh bien, sans plus tarder, donc, vous avez eu une introduction effectivement sur les 3 différentes parties, sachant qu'à la fin de chaque partie, on vous proposera de prendre la parole ou de répondre à vos questions aussi posées sur le chat. Eh bien, sans plus tarder, donc un petit tour d'horizon sur le solaire photovoltaïque, de l'installation à l'autoconsommation. Bonjour à toutes et à tous.
Avant d'entamer cette première partie, peut-être se fixer quelques chiffres clés sur l'objet dont on va parler ce matin. Le photovoltaïque, derrière cette appellation, en fait, ça relève plusieurs types de réalités. L'unité fonctionnelle d'une centrale photovoltaïque, c'est le panneau solaire. Donc, vous avez là les dimensions. À peu près, un panneau solaire, c'est 2 mètres carrés. Ça représente une puissance de quelques centaines de watts crête. À l'unité, ça coûte entre 200 et 250 euros le module en fonction du type de marque. Alors évidemment, ce type de module est rarement seul, à part peut-être sur des sites isolés ou bien sur des bateaux ou même des camping-cars, mais c'est pas forcément l'objet de ce matin. Nous, on va vraiment parler plutôt de centrales solaires et donc des équipements qui vont superposer et joindre plusieurs modules les uns à côté des autres. Donc le premier, c'est la toiture solaire. En fonction du site où on va installer les modules, finalement, la terminologie va évoluer. Donc la première, eh ben, c'est la toiture solaire quand on pose des modules sur une toiture. Donc vous voyez les chiffres. Alors là, c'est sur une toiture d'assez grande dimension, 600 mètres carrés. C'est assez simple. 600 mètres carrés, 100 kW crête. Donc vous voyez, à l'échelle du panneau, on était en watts. À l'échelle d'une toiture, on commence à être en kilowatts. Et 100 kW crête, ça représente un investissement d'environ 100 000 euros à peu près. Quand on change de site et qu'on va sur un parking, là, on va créer des ombrières solaires. Et bien, sur une ombrière de 100 kW crête, finalement, ça représente un parking d'une quarantaine de places, avec un coût d'investissement légèrement supérieur parce que, évidemment, il y a des structures et des fondations à payer au moment de l'investissement. Et puis, dernière typologie de projet de centrale solaire, c'est ce qu'on appelle des champs solaires, où là, on est sur plusieurs milliers de mètres carrés, 5 000 mètres, un projet de 50 000 mètres carrés, donc 5 hectares, ça fait 3,5 mégawatts crête de puissance. Donc là, vous voyez, on change encore d'unité, on n'est plus en watts comme les modules ou en kilowatts comme les toitures ou les ombrières, mais en mégawatts, donc en millions de watts. Et on change aussi de catégorie en termes d'investissement, parce que là, on parle de millions d'euros, donc 3,8 millions d'euros. Alors, comment fonctionne une installation solaire photovoltaïque? Très rapidement, les rayons solaires frappent les modules qui sont constitués de cellules de silicium. Et le silicium a la particularité, c'est que dès qu'un rayon lumineux frappe ce matériau, eh bien, ça excite sa dernière couche électronique du matériau et un électron s'échappe. Et il suffit de le capter à travers un réseau de fils électriques intégrés au module pour pouvoir générer et récupérer ce champ électrique. Cette particularité, c'est que le courant électrique qui sort d'un module solaire, c'est du courant continu, et que pour pouvoir l'utiliser, il va falloir le transformer en courant alternatif. C'est donc la fonction principale de l'onduleur qui va transformer ce courant continu en courant alternatif. Et puis, pour pouvoir mettre à disposition de cette production l'ensemble des utilisateurs de l'électricité qui sont connectés au réseau, il va falloir mettre cette électricité au format du réseau, notamment élever un petit peu la tension et compter aussi le nombre de kilowattheures qui est produit, notamment pour pouvoir être rémunéré de la production fournie sur l'ensemble du réseau d'électricité. Voilà quelques propos, on va dire, introductifs qui rappellent le contexte. Maintenant, on va rentrer plutôt dans l'état des lieux du photovoltaïque en France, en région et puis en Loire-Atlantique. Donc, petit rappel pour ceux qui ont assisté au webinaire éolien, la couverture de la consommation d'électricité par l'électricité renouvelable aujourd'hui couvre 27% à l'échelle nationale. Les trois principales filières finalement de production, c'est d'abord l'hydraulique, puis l'éolien et enfin le solaire. On voit à travers l'histogramme en haut à gauche que le solaire photovoltaïque est la troisième source d'énergie renouvelable aujourd'hui mobilisée en France. Sur la carte au milieu en vert, on constate que la part de couverture sur la région Pays de Loire n'est que de 13,1%, donc bien en deçà de la couverture nationale de 27%. Bon, tout simplement parce qu'on n'a pas de centrale hydraulique, contrairement à Auvergne-Rhône-Alpes ou Occitanie. Si on focus maintenant sur la carte du milieu de la région Pays de Loire, on voit que la région Pays de Loire
est importatrice nette d'électricité. On ne produit pas suffisamment d'électricité par rapport à celle que l'on consomme. Donc, on a besoin des régions voisines, notamment, on est tout interconnecté par le réseau public d'électricité. Et si on zoome maintenant sur le photovoltaïque en tant que tel, on voit que le photovoltaïque couvre 2,8% des besoins en électricité consommés l'année dernière et qu'à l'échelle des Pays de Loire, on est à 2,5%, donc on est plutôt dans la moyenne. Évidemment, les régions du sud de la France sont davantage pourvues que nous du fait d'un meilleur ensoleillement. Alors, ça, c'était l'état des lieux. Maintenant, si on se projette demain, eh bien, c'est l'État qui pilote finalement la stratégie énergétique nationale, notamment dans le destin de travailler sur l'autonomie énergétique et l'indépendance énergétique de notre pays. Et pour cela, l'État a travaillé sur 2 documents structurants que sont la SNBC, la Stratégie nationale bas carbone, qui fixe les objectifs à l'horizon 2030-2050 pour toute l'économie française à avoir une économie qui est décarbonée à l'horizon 2050. Eh bien, évidemment, le secteur de la production d'énergie doit rentrer dans cette SNBC, dans cette Stratégie nationale bas carbone. Et puisque c'est un horizon de temps assez long, l'État s'est muni d'un autre outil qui s'appelle la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui tous les 5 ans, finalement, est réactualisée pour construire les marches qui vont nous permettre d'atteindre les objectifs de 2030-2050. Donc, premier enseignement, c'est que la SNBC fixe un objectif que si on veut avoir une économie complètement décarbonée à l'horizon 2050, il va falloir faire en sorte que l'électricité devienne le premier vecteur énergétique du pays. Aujourd'hui, c'est le pétrole, et de loin. L'électricité ne représente que 24% du mix énergétique. D'ici 30 ans, l'électricité, plus de la moitié de notre énergie, devra provenir de l'électricité qui en fera du coup le premier vecteur. Deuxième enseignement, et là c'est plutôt à l'échelle de la PPE, donc à l'horizon 2028, donc d'ici moins de 10 ans, l'État fixe que sur l'ensemble de notre mix électrique, 52% de notre électricité devra provenir de sources d'électricité renouvelables. C'est-à-dire que, contrairement à l'Allemagne qui a fait un choix de sortie du nucléaire, la France a d'abord fait un choix de sortie des énergies fossiles en maintenant, d'ici 10 ans, un équilibre 50-50 quasiment entre la part du nucléaire et la part des énergies renouvelables. La traduction sur la filière solaire électrique, donc solaire photovoltaïque, c'est que d'ici 2028, donc moins de 10 ans, c'est un quadruplement, une multiplication par 4 de la production photovoltaïque par rapport à ce qui existe aujourd'hui pour atteindre 8,5% de notre production. Ça veut dire que 25% des électrons verts qui transiteront sur le réseau viendront du photovoltaïque. Alors, à l'échelle de la région, le SRADET, le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, qui intègre finalement l'ensemble des objectifs, notamment de production d'énergie, fixe par filière les objectifs à atteindre à l'échelle régionale pour 2030-2050. Et on voit sur la dernière colonne que sur l'objectif photovoltaïque, finalement, ça va être une multiplication par 4,7 de la production actuelle, donc 2021, à l'horizon 2050. Ce qui nous met en droite ligne vis-à-vis des objectifs de l'État. Pour ça, la région va financer un réseau, le réseau des énergies citoyennes en Pays de Loire, pour essayer d'orienter et faire en sorte que 50% des projets qui sortiront de terre seront des projets citoyens. Et les projets citoyens, ce sont des projets qui sont pilotés par les collectivités et les habitants. Donc c'est aussi une ligne directrice pour donner à voir que les acteurs territoriaux peuvent aussi se mobiliser indépendamment des majors de l'énergie nationale ou internationale. Alors, l'État fixe certes ces trajectoires, mais elle donne aussi les moyens de pouvoir y arriver à travers une politique de soutien à la production d'énergie renouvelable, notamment la production solaire. Et pour ça, l'État a mis en place deux mécanismes. Un premier mécanisme qui s'appelle le guichet ouvert pour les petites installations, vous voyez, comprises entre 3 et 100 kW crête,
Le guichet ouvert, c'est un soutien financier fixé par un arrêté ministériel qui donne les coûts de l'énergie, les prix pardon, de l'énergie qui sortiront d'une centrale solaire fixée par mégawatt. À l'inverse, quand on rentre dans des installations de plus grande capacité, donc supérieures à 100 kW crête, l'État continue à faire un soutien. Par contre, ce n'est pas un prix qui est fixé par le ministère, mais c'est un prix qui est fixé par les candidats qui répondent à un appel d'offres. Et l'État retient les candidats les mieux disants pour économiser, on va dire, la facture de l'électricité, puisque le surcoût de l'électricité renouvelable par rapport à l'électricité marché est payé par l'ensemble des consommateurs d'électricité en France. Alors, en guise de comparaison, vous voyez que sur les guichets ouverts, compris entre 3 et 100 kg, les tarifs d'achat fixés par l'État évoluent en fonction, elles aussi, de la puissance de l'installation. Pour les toutes petites installations, celles qui font entre 12 et 16 mètres carrés chez le particulier, 3 kW crête, on est sur un tarif d'achat 79,3 € le mégawattheure. À l'inverse, plus on se rapproche des 100 kW crête, donc la limite du guichet ouvert, eh bien, on arrive à des tarifs de 97,6 € le mégawattheure. Ces tarifs d'achat ne sont valables que pour les toitures et les ombrières, pas pour les centrales solaires au sol. Dans la catégorie du soutien en appel d'offres, là, ça intègre et les toitures, et les ombrières, et les centrales au sol, pour des puissances supérieures à 100 kg. On voit que pour les toitures, il y a deux familles, comprises entre 100 et 500 kg, où là, on a les tarifs moyens issus du dernier appel d'offres, on est aux alentours de 94 € le mégawattheure, donc moins cher que les 97,6 du guichet ouvert à 100 kg. Et puis, plus on augmente la taille des toitures, plus évidemment, on a une économie générale du projet qui fait qu'on peut baisser le prix à 83 € le mégawattheure. Sur les ombrières, compris entre 500 kg et 10 mégas, on est aux alentours de 86 € le mégawattheure. Et puis, pour les centrales au sol, on voit qu'il y a un cap qui est franchi. Et là aussi, il y a deux familles liées au cahier des charges de l'appel d'offres. Il y a la première famille des centrales au sol comprises entre 500 kg et 5 mégas, où là, les tarifs moyens sont aux alentours de 66 € le mégawattheure. Et puis, il y a les centrales au sol qui sont supérieures à 5 mégas, quasiment jusqu'à 30 mégawatts. Donc là, c'est vraiment plusieurs dizaines d'hectares, où là, on est sur des tarifs moyens de 56 € le mégawattheure. Qu'est-ce que l'on peut constater? C'est que d'une part, dans l'ensemble de ce maquis, on va dire, de dispositifs de soutien à la production solaire, il y a quand même deux petites absences. D'une part, il y a une absence sur les ombrières comprises entre 100 et 500 kg. Vous avez vu tout à l'heure, une ombrière de 100 kg, c'est 40 places. C'est plutôt des très petits parkings, mais il n'est pas rare de voir dans nos communes des parkings de 60, 70, 80 places, voire même un petit peu plus, sans parler de voitures d'ombrières de très grande surface. Hein. Mais déjà, là, il y a une absence de soutien pour ce type d'installation. Et puis, il y a aussi une absence de soutien pour les centrales au sol inférieures à 500 kg, où là, finalement, aucun mécanisme n'est prévu entre 0 et 500 kg pour les centrales au sol. Puis, deuxième enseignement quand même, sur les centrales au seuil, en tout cas, au sol, il y a un effet de seuil. Il est plus intéressant pour des surfaces de 5-6 hectares de rester sous le seuil de 5 mégawatts, parce que dès qu'on dépasse ce seuil, finalement, on va rentrer en concurrence avec des très très grosses installations. Et forcément, vu l'ensoleillement qu'on a sous nos latitudes, ça sera très compliqué d'être retenu à l'appel d'offres. Alors, la bonne nouvelle, c'est que depuis maintenant quasiment un an, l'État annonce qu'il y aura un nouveau décret solaire qui va augmenter le seuil du guichet ouvert de 100 à 500 kW crête pour les toitures et pour les ombrières. Et donc, l'absence de mécanisme de soutien qu'on a relevé à l'instant, finalement, devrait dans les prochains mois être abandonnée. Et donc, on devrait pouvoir équiper des parkings un peu plus importants, des parkings moyens, on va dire, avec des ombrières grâce à l'évolution de ce tarif. Aujourd'hui, c'est en cours de traitement auprès de l'Union européenne et ça devrait être validé, je pense, d'ici l'été. Je laisse la parole à Emmanuel pour l'autre mécanisme de soutien à travers le décret tertiaire.
Alors bonjour à toutes et à tous. Effectivement, un mécanisme de soutien détourné concernant les bâtiments publics est le décret tertiaire. Alors on ne va pas rentrer dans les détails du décret tertiaire aujourd'hui, mais donc ça concerne les bâtiments publics avec une surface au sol de supérieure à 1000 m², pour lequel vous avez des objectifs pour 2050 de réduction des consommations relatives à l'année 2010, qui sont assez conséquents, hein, moins 60% de consommation relative à 2010. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'autoconsommation photovoltaïque rentre en compte dans cette réduction des consommations, en tout cas l'autoconsommation individuelle. Donc, ça peut être intéressant de réfléchir à ce décret tertiaire en termes de production photovoltaïque et d'autoconsommation sur vos bâtiments publics. Pour aller plus dans le détail du décret tertiaire, on organise une réunion d'information le 18 mars à laquelle vous pouvez vous inscrire aujourd'hui. Maintenant, si on regarde un peu plus sur si on fait un focus sur le potentiel du département en termes d'ensoleillement. Donc, ce qu'on peut voir déjà, c'est une bonne nouvelle, c'est que la Loire-Atlantique n'est pas un département dépourvu d'ensoleillement, puisque la grande partie de la Loire-Atlantique, donc la partie est et nord, a un ensoleillement qui est proche qui est équivalent à l'ensoleillement des Landes. Et puis l'arc atlantique, qui lui est bien pourvu, a un ensoleillement qui est équivalent à celui de la Vendée, voire à quelques kilomètres au nord de Montpellier. Donc, on est un département où on peut faire du photovoltaïque, il n'y a aucun souci là-dessus. Et alors maintenant, si on regarde les installations photovoltaïques qui sont aujourd'hui installées sur le département, donc là, vous avez une carte. Sur cette carte, on a des nombres. Le nombre dans chaque commune correspond au nombre d'installations installées. Et puis, plus la commune est d'une couleur orange foncé, plus cela représente une puissance importante. Donc forcément, si vous installez une centrale au sol, vous allez facilement atteindre des puissances importantes. Mais donc, on peut voir une certaine hétérogénéité du nombre d'installations et puis de la puissance installée. Et puis surtout, ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas lié à l'ensoleillement. Hein, on a des communes dans le nord du département qui ont de nombreuses installations et une puissance assez intéressante. Donc, ce qu'on peut tirer comme enseignement de ces chiffres, eh bien, c'est qu'il y a aujourd'hui environ 13 000 sites recensés sur le département, que 55% de la production totale est concentrée sur 30 communes, et puis 4 communes seulement représentent 20% de la production totale, liée en fait à des sites au sol qui sont installés sur les communes de Machecoul, Vallon de l'Erdre, Gétigné et Saint-Herblain. Donc voilà ce qu'on pouvait sortir de ces infos. Alors maintenant, si on se concentre un tout petit peu plus sur les segments de puissance installée et puis le mode de valorisation, c'est-à-dire injection ou autoconsommation, on reviendra un peu sur la définition de ces modes. Alors, on ne va pas regarder en détail les histogrammes, mais ce qu'on peut voir déjà, c'est que les deux segments prioritaires sur ce qui est installé aujourd'hui, les deux segments majoritaires, c'est le inférieur à 36 kg, donc petite toiture, ou alors supérieur à 250 kg, donc grosse centrale au sol. Ça, ce sont les deux segments majoritaires. Alors ça, c'est en puissance. Après, en termes d'installation, eh bien, il y a largement plus d'installations inférieures à 36 que du reste d'installations. Donc, premier renseignement, eh bien, 23 installations supérieures à 250 représentent la même puissance que 11 483 installations inférieures à 36. Sachant que ce n'est pas le même temps de développement, mais on se pose la question derrière, que faire en termes de développement, puisqu'on voit qu'on a avec seulement 23 installations, on a une puissance quand même assez conséquente. Donc, premier renseignement. Deuxième enseignement, eh bien, aujourd'hui, la majorité des installations sont valorisées en injection totale. Peu d'autoconsommation relativement à l'injection, que ce soit en puissance ou en nombre d'installations. Troisième enseignement, donc ce qu'on voit, c'est que le segment, alors ça, dans le graphique en haut à droite, vous avez la puissance des demandes de raccordement au quatrième trimestre 2020, c'est-à-dire qu'est-ce qui va être raccordé prochainement auprès d'Enedis. Donc ce qu'on voit, c'est qu'en fait, le segment 3600, qui était jusqu'ici un segment assez peu présent, fait bien partie des demandes de raccordement et est bien présent. Donc on observe une croissance de ce segment-là, certainement sur des puissances qui sont proches des 100 kg, comme l'expliquait François, sur par exemple des ombrières de 100 kg. Et puis on a toujours le segment supérieur à 250 qui est bien présent. Par contre, le segment 100-250, c'est ce qu'expliquait François tout à l'heure, il n'y a pas de valorisation, donc ce segment est toujours minoritaire par rapport aux autres. Et enfin, un dernier enseignement, si on regarde le nombre d'installations, le nombre de demandes de raccordement, on voit un changement de tendance sur le segment 0,36. On voit là, il y a 63 demandes en injection et 499 demandes en autoconsommation, donc 90%
des demandes aujourd'hui de raccordement inférieures à 36 sont en autoconsommation. Et là, c'est clairement un changement de mode de valorisation sur les petites installations. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur l'état des lieux en France et en Loire-Atlantique. Maintenant, on va passer aux différentes technologies de production. Et donc, je vais relaisser la parole à François qui va vous expliquer tout ça. Rapidement, faire un petit focus un peu sur les technologies. Donc, deux grandes technologies existent en France. La première, c'est la technologie au silicium, donc ce qu'on appelle le cristallin, donc soit le poly, soit le monocristallin, en fonction de l'état de pureté du silicium. C'est la technologie qui est la plus ancienne, la plus répandue. Elle représente à peu près 85% des parts du marché dans le monde. Et c'est elle qui a le rendement le plus élevé. On peut atteindre pour les meilleurs modules jusqu'à 20% de rendement. La technologie couche mince, qui est un peu moins connue, tout simplement parce qu'elle est moins présente. Elle couvre à peu près entre 12 et 15% des parts de marché. Elle existe quand même depuis à peu près 15 ans. Elle est en forte progression depuis 10 ans. Ses rendements sont un petit peu plus faibles. Pour les meilleurs, on arrive jusqu'à 16%. Par contre, elle présente l'avantage d'être un petit peu moins sensible aux ombrages et donc de mieux optimiser, on va dire, l'éclairage diffus, notamment, alors je ne sais pas comment est la météo chez vous, mais sur Orvault, en tout cas, on a un ciel un petit peu voilé aujourd'hui. Et ben, typiquement, dans ce type de conditions climatiques, la technologie couche mince a un meilleur rendement que la technologie cristallin. Voilà. Après, il y a un aspect un petit peu différent, puisqu'on est sur un aspect beaucoup plus sombre et mat sur ce type de technologie. Ces deux technologies, finalement, utilisent très peu ou pas du tout de terres rares. L'ADEME a fait un gros travail de sourcing de l'ensemble de ces techniques et puis de différents constructeurs. C'est peut-être sur la technologie couche mince où il y a un petit peu de cadmium et qui doit être traité, d'ailleurs, on va le voir tout à l'heure, avec des filières de recyclage spécifiques. Mais on a un très bon retour d'expérience sur ces deux technologies et c'est pour ça que ce sont les plus répandues aujourd'hui dans le monde. Alors sur la question de la recyclabilité, eh bien, depuis presque maintenant 12 ans, il existe une filière de recyclage à l'échelle européenne qui a trouvé finalement, qui a émergé en France plus récemment, tout simplement parce qu'on n'avait pas de module à faire recycler. Ça venait plutôt des Allemands et des Espagnols à la base. Et donc, depuis un an et demi, maintenant, on a deux usines de recyclage qui sont positionnées dans le sud de la France. Et PVcycle fonctionne comme un éco-organisme, c'est-à-dire que au moment où vous achetez vos modules, il y a forcément une part dans votre achat qui est dédiée au financement de cette filière de recyclage et de cet organisme PVcycle. Et que pour pouvoir adhérer et vendre pour pouvoir vendre un module solaire sur le territoire français, il faut adhérer à cette association pour la suite de l'exploitation. L'ensemble de la filière, finalement, elle est prévue. Elle a donc 2 points de retraitement dans le sud de la France, mais le service offert par l'association PVcycle, ça va jusqu'à récupérer les modules à l'endroit de leur implantation en fin de vie et de les amener logistiquement jusqu'aux usines de retraitement. Et donc, sur la question de la filière couche mince, il y a un procédé spécifique pour retraiter le cadmium qui est intégré dans ces modules. Alors, quand on parle aussi d'équipements électriques ou énergétiques, on se pose toujours la question de ce qu'on appelle la dette énergétique. Donc, qu'est-ce que c'est que la dette énergétique? C'est la compensation de l'énergie nécessaire à la production des panneaux, leur transport et leur pose sur site, ainsi que leur recyclage. C'est-à-dire, au bout de combien de temps mon module va restituer l'énergie qu'il a fallu pour ces 3 phases dans son cycle de vie, production, transport, recyclage. Eh bien, sous nos latitudes, et en fonction de la technologie qu'on utilisera, on est grosso modo sur à peu près 2 à 3 ans de dette énergétique, sachant que les modules sont au minimum là pour 25 ans, puisque les constructeurs garantissent un état de performance jusqu'à leur 25e année, mais pour autant, jusqu'à 30, 35 ou 40 ans, les modules continueront à produire, certes avec moins d'efficacité, mais ils auront toujours une action sur la production d'énergie. Donc on voit qu'on est largement excédentaire, tout comme dans l'éolien, quand on installe ce type d'installation chez nous. Un autre critère que l'on regarde de près, c'est l'impact carbone du photovoltaïque. Ce n'est pas la même chose que la dette énergétique. Là, on parle vraiment des émissions de CO2 globales sur toute la durée de vie du module
donc de sa fabrication jusqu'à la construction, l'exploitation et puis le recyclage, eh bien là, les impacts carbone sont très différents d'un module à l'autre. Et cette différence, elle est directement liée au lieu de fabrication des modules et au mix énergétique du pays qui fabrique les modules. Clairement, si on produisait des modules solaires en France, vu qu'on a une électricité quasiment la plus décarbonée au monde, on aurait un bilan carbone ultra positif. Bon, de fait, vous verrez dans les slides suivantes, la production de modules photovoltaïques, c'est externalisé, on va dire, plutôt en Asie du Sud-Est, où là, le mix électrique et énergétique des pays ne sont pas forcément aussi vertueux que chez nous, et donc forcément, ça dégrade très fortement le bilan carbone. C'est pour ça que, dans le cadre des appels d'offres portés par la CRE, la Commission de régulation de l'énergie, il y a un critère sur le bilan global du panneau en termes de CO2. Il y a une exigence limite fixée par le cahier des charges, c'est-à-dire que si le bilan CO2 dépasse telle valeur, le candidat ne peut pas être retenu à l'appel d'offres. Et en plus, plus le bilan carbone est positif et plus la note sur ce critère-là est favorable, la note étant pondérée à hauteur de 21% dans la note finale des offres. Donc c'est un critère qui a été quand même beaucoup mis en avant par la CRE et qui a fait quand même des résultats, puisqu'on voit que sur l'histogramme, là en bas, que le solaire en couche mince ou le solaire silicium, finalement, sur les derniers AO creux de mars 2020, ont un bilan carbone qui est quasiment meilleur que le mix électrique français. Alors, un peu moins bon que le nucléaire et l'éolien, hein, comme on l'avait vu l'autre fois, mais en tout cas, on est quand même sur des fourchettes qui sont assez intéressantes. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, la production de modules solaires à l'échelle monde est partie plutôt en Asie du Sud-Est. On voit que c'est la Chine hein, qui a vraiment pris une part importante des parts de marché à l'échelle internationale, mais ça a eu une capacité de multiplication par 6 de la production et de fait une réduction par 3 des coûts de production et donc quasiment du panneau livré sur site en l'espace de 10 ans. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui aussi on arrive à une forme de parité réseau entre les technologies classiques de production d'électricité et le solaire photovoltaïque. La Chine représente plus de 70% de la production de panneaux solaires en 2019 et elle s'est surtout spécialisée, alors elle fait tout hein, de A à Z dans le panneau solaire, mais elle s'est aussi spécialisée, c'est la seule aujourd'hui qui sait qui maîtrise à 100% la production des cellules solaires, celles qu'on encapsule après dans les modules. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a certains fabricants européens qui ont perdu pour des questions de compétitivité, la capacité à produire ces cellules. Mais par contre, ces Européens rachètent les cellules aux Chinois et ce sont les Européens qui assemblent les modules sur la base de la matière première qui vient de Chine. Et donc, on a plusieurs assembleurs en Europe, dont un très proche de chez nous, Systovi, basé à Carquefou. Voilà, dernière partie, les modes de valorisation de l'électricité. Je redonne la parole à Emmanuel. Alors, donc la question maintenant qu'il faut se poser, une fois que vous avez vos panneaux, c'est qu'est-ce que vous allez faire de l'électricité? Donc là, il y a deux modes de valorisation principaux. La première, c'est la vente totale. La vente totale, ça veut dire quoi? Ça veut dire j'injecte toute la production de ma centrale photovoltaïque sur le réseau électrique. Puis l'autre mode, c'est l'autoconsommation. Là, ça veut dire je vais consommer tout ou partie de cette électricité. Donc c'est ce qu'on appelle avec ou sans vente de surplus. On va y revenir dans le détail. Donc d'abord, la vente d'électricité. Donc j'installe des panneaux sur mon toit, je produis l'électricité et j'injecte à 100% dans le réseau. Donc techniquement, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, sur votre installation, vous allez avoir une centrale photovoltaïque, enfin des panneaux solaires qui vont produire via l'onduleur, et vous allez avoir un compteur dédié à la production qui est différent du compteur dédié à votre consommation. Donc, vous avez deux installations électriques bien différentes puisque toute l'électricité est injectée sur le réseau. Alors, comment est-ce que vous faites pour rentabiliser cette opération, cette installation en vente totale? Bien, vous avez fait des investissements et puis vous avez des coûts de fonctionnement sur la durée de vie de votre centrale, enfin vos panneaux solaires et de vos centrales photovoltaïques. Une durée de vie, c'est 25, 30, voire 40 ans. Et puis, vous pouvez vendre l'électricité à tarif garanti pendant 20 ans. Alors, au-delà des 20 ans, soit vous choisirez de vendre l'électricité à un fournisseur d'électricité, ou soit vous choisirez de faire de l'autoconsommation, voire du stockage dans 20 ans. La réalité aura évolué. Et donc, la différence entre ce que vous vendez, ce que vous avez investi et vos coûts de fonctionnement, eh bien, ça représente votre rentabilité.
Alors maintenant, votre bâtiment sur lequel sont installés vos panneaux solaires, eh bien, il continue à payer l'électricité en soutirage puisqu'il continue à consommer l'électricité. Alors, cette électricité, aujourd'hui, c'est votre facture électrique, hein, elle est grosso modo représentée en 3 tiers. En vert, vous avez le prix de l'électron. En bleu, c'est le TURP, donc le tarif d'utilisation du réseau public d'électricité, qui est reversé à Enedis pour la gestion du réseau. Et enfin, en jaune, vous avez les taxes, donc les taxes locales, TICFE et puis la TVA. Donc ça représente grosso modo 3 tiers. Par contre, cette électricité du réseau, vous ne maîtrisez pas son coût et donc elle subit des variations qui sont souvent à la hausse, hein. Je vous ai mis un petit graphique qui représente les variations sur les 10 dernières années du prix de l'électricité réseau. Donc c'est des variations qui sont inconstantes et majoritairement à la hausse. Par contre, vous êtes incapable de prévoir dans 10 ans combien va vous coûter votre électricité du réseau. Donc ça, c'était pour la vente totale. Maintenant, si vous choisissez d'autoconsommer l'électricité, donc si on choisit d'autoconsommer sans stocker, ça veut dire qu'il y a l'électricité que vous allez, il y a une partie d'électricité que vous allez autoconsommer, puis le reste, vous n'allez pas le stocker, donc vous allez l'injecter sur le réseau. Donc on continue à être raccordé au réseau, et il y a une partie d'électricité qui est consommée par vos équipements, et l'autre partie d'électricité qui est injectée sur le réseau. Donc techniquement, qu'est-ce que cela représente? Eh bien, on a un seul compteur. On a un seul compteur qui aujourd'hui est capable de compter dans les deux sens, c'est-à-dire il va compter l'électricité qui est injectée sur le réseau, ce qu'on appelle le surplus, ce que vous ne consommez pas. Quand au 15 août vous êtes parti en vacances et que votre centrale photovoltaïque continue à produire, eh bien ça va être injecté sur le réseau. Et puis, le compteur peut compter également le soutirage, c'est-à-dire ce que vous avez toujours besoin la nuit ou alors quand il n'y a pas de production photovoltaïque. Alors, quand on parle d'autoconsommation et qu'on veut rentrer un petit peu plus dans les détails, on parle de courbe de charge et courbe de production. Donc là, en violet, vous avez la courbe de charge. C'est quoi une courbe de charge? C'est en fait la consommation de votre site toutes les 10 ou 30 minutes tout au long de la journée. Savoir quand est-ce que votre site ou votre maison consomme l'électricité. Et puis en bleu, là, on a la production d'électricité photovoltaïque. Donc celle-ci, elle est fortement liée à la période diurne de la journée, avec un pic quand le soleil est au plus fort. Et donc, en hachuré rouge, là, vous avez la partie autoconsommée. Et en fait, tout l'enjeu de l'autoconsommation va être d'optimiser cette partie autoconsommée. C'est l'électricité produite que vous consommez sur place. Et donc, pour évaluer cela, on a deux indicateurs. Le premier, c'est le taux d'autoconsommation. Alors, le taux d'autoconsommation, c'est la partie autoconsommée sur votre production totale. Plus il est important, plus vous allez consommer la totalité de votre production. Et la partie, le taux d'autoproduction, c'est la partie assurée sur la consommation totale. Et cela, plus ça va être important, plus vos consommations vont être couvertes par la production locale. Alors, comment valoriser l'autoconsommation économiquement? Bien, vous avez votre investissement et vos coûts de fonctionnement en bleu. Donc, ces coûts, vous allez les rentabiliser avec des économies de facture, donc de l'électricité que vous n'allez plus payer, et puis une vente du surplus, parce que l'électricité en surplus, elle bénéficie d'un tarif d'achat garanti pendant 20 ans, et donc ça va générer votre rentabilité. Et maintenant, si on regarde votre consommation électrique de votre bâtiment, eh bien, il y a deux parties. L'électricité est divisée en deux parties. Il y a une partie de l'électricité qui est toujours soutirée au réseau, l'électricité que vous allez consommer la nuit ou quand il n'y a pas de production photovoltaïque. Celle-ci, elle est toujours soumise au même schéma. Et puis, il y a la partie électricité autoconsommée. Donc, l'électricité du réseau a toujours un coût évolutif, hein, elle continue à subir les augmentations du prix de l'électricité réseau. Et l'électricité autoconsommée, elle a un coût fixe. Elle a un coût fixe pour vos 25, 30, 40 prochaines années, puisque vous maîtrisez votre coût. La seule variabilité, ça pourrait être les variations des coûts de fonctionnement qui sont liées à l'inflation. Donc, vous avez une partie de votre électricité qui a un coût que vous maîtrisez sur les 25 ou 30 prochaines années. Alors, quels peuvent être les différents cas quand on veut faire de l'autoconsommation? On a trois cas principaux, surtout sur les bâtiments publics. On a le premier cas où on a peu de production par rapport à la consommation. Donc, par exemple, sur une station d'épuration, on va avoir des faibles surfaces de production photovoltaïque et énormément de consommation assez constante. Donc là, l'autoconsommation, elle est évidente et elle est facile et elle est rentable. Ensuite, on a un cas qui est un peu plus complexe où on a beaucoup de production, donc on a une grande surface de panneaux et on a peu de consommation. Donc, par exemple, sur un gymnase, sur un centre technique. Et donc là, on va devoir faire des choix si on veut faire de l'autoconsommation. Soit on décide d'installer moins de panneaux et auquel cas on tue le gisement, soit on décide de bénéficier d'achat du surplus, de vente du surplus, donc le tarif que je vous ai présenté tout à l'heure, soit on décide de stocker ou piloter les consommations, mais c'est assez onéreux, ou soit alors on a une autre option qui est de faire de l'autoconsommation collective et d'aller chercher des sites de consommation dans le périmètre de 2 km, on reviendra un peu plus en détail sur l'autoconsommation collective tout à l'heure, pour pouvoir écouler cette électricité qui n'est pas autoconsommée.
Et enfin, on a un dernier cas où alors on se situe en termes de volume, on a des volumes à peu près équivalents entre la consommation et la production. C'est le cas des écoles ou des mairies ou des bâtiments tertiaires. Et auquel cas, il va falloir aller étudier plus finement la courbe de charge pour savoir comment se comporte votre bâtiment en termes de consommation pour dimensionner au mieux l'autoconsommation. Donc voilà, on a fait le tour un peu pour cette première partie. N'hésitez pas à poser vos questions. Alors, au vu du contenu qui est quand même relativement dense et du temps qui nous a imparti, je vous propose de prendre une question. La personne qui a levé la main tout à l'heure, peut-être Monsieur Robin, si vous souhaitez prendre la parole et poser votre question. Oui, mais s'il n'y a qu'une seule question autorisée, ma question n'était peut-être pas la plus intéressante ou la plus importante. Est-ce que vous pouvez juste préciser votre fonction et votre collectivité, s'il vous plaît? Alors, je suis le maire de la commune de Machecoul-Saint-Même et le président de la communauté de communes Sud-Atlantique. Et donc, je m'intéressais à la présentation des différents types de panneaux entre les couches minces. Enfin, j'identifie que quand on s'est intéressé à l'installation de photovoltaïque sur des bâtiments existants, on a un problème de poids. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les charpentes de nos salles de sport et autres salles ne sont pas dimensionnées pour recevoir le surpoids lié à une installation photovoltaïque. Et je m'interrogeais à savoir si les panneaux couches minces, dont j'imagine qu'ils sont moins lourds, pouvaient résoudre ce problème. Et je voulais aussi m'étonner qu'ils ne soient pas abordés, même si je peux le comprendre, les films photovoltaïques tels qu'ils sont produits par Armor à côté de chez nous, qui sont une solution beaucoup moins productive, mais par contre qui serait beaucoup plus compatible avec les charpentes existantes. Ok, merci pour votre question. On va tâcher d'y répondre. Merci. Oui, alors premier élément de réponse, finalement, c'est que les technologies couches minces sont pas forcément beaucoup plus légères que les panneaux en silicium cristallin, tout simplement parce que c'est les mêmes techniques en fait d'encapsulage dans un cadre alu où on encapsule différents matériaux. Et qu'aujourd'hui, c'est surtout le poids de cet encapsulage qui est conséquent. Je crois que, alors c'est Emmanuel qui vous précisera ça tout à l'heure, mais on est aux alentours de 15 kg par mètre carré au minimum, et ça, quelles que soient les technologies. Par contre, vous avez raison, dans la famille des couches minces, on a aussi des films, notamment ce que peut développer Armor. Alors, on l'a pas abordé spécifiquement la technologie Armor aujourd'hui parce que c'est vrai que à la fois le rendement est quand même bien en deçà de ce qui existe par rapport aux technologies, on va dire conventionnelles. Et puis surtout, c'est le coût de l'opération. Là, on n'est plus du tout dans les éléments que j'ai pu vous présenter en amont. Et de notre point de vue aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il faut accompagner parce que c'est une entreprise de notre territoire, mais qui aura, à mon avis, des débouchés plutôt dans quelques années, une fois que un réel marché se sera constitué et que les coûts auront quand même baissé. Par contre, vous avez complètement raison. La perspective enthousiasmante sur ce type de film, c'est de pouvoir équiper des bâtiments sans revoir tout le complexe de structure étanchéité des bâtiments déjà existants, qui est l'un des principaux obstacles au développement du solaire en toiture aujourd'hui. Voilà, donc c'est plutôt pour les questions de coût aujourd'hui que aujourd'hui ça reste encore marginal, mais il faut aider l'entreprise à développer ce produit-là. D'accord. Bon, juste une illustration, on était en réunion téléphonique hier avec un de vos collègues à propos d'un projet d'extension industrielle sur la commune où il y avait potentiellement 15 000 m² de panneaux photovoltaïques à installer. Donc c'était une centrale intéressante. Je ne suis pas sûr qu'on puisse y arriver. Et donc un calcul rapide permet de dire qu'il faut monter 225 tonnes sur le toit pour couvrir ces 15 000 m². Et 225 tonnes, ça commence à interroger quoi, sur les structures. Ça paraît tellement considérable qu'effectivement, on s'est dit, oula, ça fait un petit peu peur. Oui, et en même temps, d'un point de vue architectural, c'est complètement possible d'absorber cette charge, bien répartie, mais c'est vrai que c'est un surcoût pour l'entreprise en question, et là, on tombe en plein dans la question du décret tertiaire où ça devient une obligation, parce que c'est une incitation très forte de l'État que tout nouveau bâtiment doit pouvoir être équipé soit en végétalisation, soit en production d'énergie renouvelable. Et ça va avoir une conséquence, en effet, sur le coût des bâtiments industriels. Ok, merci. Je vous propose de poursuivre par la partie 2 qui est consacrée au potentiel et au gisement sur le territoire. En tout cas, vous avez vu, je pense qu'à travers ce webinaire, il y a des moyens pour vous accompagner du côté de la SEM et du côté du CIDELA.
Donc, vous avez plus d'informations, je pense, à l'issue de ce webinaire pour savoir un peu vers qui vous tournez et qu'est-ce que vous pouvez attendre comme accompagnement précisément, sachant que le contexte, il est évidemment favorable tant au niveau national qu'au niveau réglementaire du coup, et la filière, elle est mature pour mettre en place ces projets. On a des retours d'expérience bénéfiques et profitables pour les porteurs de projets d'aujourd'hui, des projets citoyens, des projets pilotés par les collectivités. Donc, tout l'environnement est effectivement extrêmement favorable pour concourir à l'échelle d'une commune à la mise en œuvre de l'accord de Paris, de l'accord mondial sur le réchauffement climatique, pour répondre aux objectifs fixés par la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie. Donc tous les efforts sont bons à prendre. En tout cas, nous vous remercions pour votre attention et d'être restés avec nous jusqu'au bout. Nous vous invitons à répondre encore une fois un questionnaire, mais cette fois un questionnaire de satisfaction sur le webinaire pour nous améliorer toujours davantage. Sachez que le prochain webinaire sera consacré à la mobilité durable et elle aura lieu, ce webinaire aura lieu le 19 mars et nous clôturons par le webinaire sur la méthanisation des réseaux de gaz et la chaleur renouvelable le 26 mars. Vous avez aussi la possibilité de retrouver tous les contacts des intervenants d'aujourd'hui par thématique. Donc, vous avez ici affiché les différents contacts des intervenants que vous avez pu voir s'exprimer aujourd'hui, ce matin, Emmanuel Bourrien, François Oran. Il y a également Stéphane Renaud sur l'aspect projet donc photovoltaïque. N'oubliez pas donc de participer aux différents sondages. Merci à vous, à bientôt et bon appétit et bonne journée. Merci, bonne journée. Au revoir.